Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission quotidienne que je vous propose ici sur YouTube pour connaître toutes les infos autour du développement. Et après les 170 numéros, vous commencez à savoir que selon les jours, il y a parfois un peu plus d'actu, un peu plus d'outils. Et bien aujourd'hui, il y aura plein de nouvelles versions. Alors on va en profiter pour voir ce qu'elles apportent et à la fin, on aura même un peu le sujet du moment, à savoir la CNIL et OpenAI. Bien sûr, vous pouvez faire votre sélection en naviguant entre les différentes sections, mais bon, le mieux c'est quand même de tout écouter. Allez, on est parti. Pour commencer, une info rapide et qui fait suite à la sortie de Kotlin 1.8.20 en début de semaine, et si toutefois vous avez des out of memory, ça vient probablement de la compilation incrémentale qui n'est pas adaptée au gros jar de votre projet, particulièrement ceux qui font plus de 400 mégas. Par conséquent, il suffit de désactiver cette compilation, et c'est d'ailleurs ce qui est expliqué juste ici dans le tweet. Bon ensuite, j'avoue avoir été un peu taquin hier avec .NET MAUI en soulignant le thread Reddit où un peu comme dans une secte, ils évoquent de la positivité pour essayer de se réconforter. Et bon, malgré tout, le framework continue d'avancer avec d'un côté un premier livre qui vient de sortir aux éditions Mailing. Alors en fait, quand je dis que ça vient de sortir, c'est plutôt en cours d'écriture, mais il y a quand même une large partie qui est déjà disponible. Et en contrepartie, ça permet d'avoir un rabais d'à peu près 40% sur le prix public, et sur l'aspect contenu, eh bien vous allez apprendre les bases pour concevoir des applis, y compris l'architecture et la mise en place de tout l'écosystème DevOps. Et dans la deuxième info autour de .NET MAUI, Syncfusion qui propose des widgets payants, eh bien ils rajoutent dans leur Essential Studio 2023 volume 1, eh bien ils rajoutent un champ texte avec la possibilité d'utiliser des masques, par exemple avec le numéro de la sécurité sociale. Il y a aussi une pop-up et le shimmer, vous savez c'est le composant qui affiche une animation en dégradé lorsque le contenu est en train de se charger, un peu à la Facebook. Alors bon, si toutefois vous ne connaissez pas Syncfusion, je vous ai dit que leurs widgets étaient payants, mais dans les faits, en fait ça dépend, parce que si vous générez moins d'1 million de dollars annuels, eh bien ce sera gratuit. Et toujours dans les trucs que vous ne savez peut-être pas, eh bien Syncfusion il ne se limite pas à .NET MAUI parce qu'il propose aussi des composants pour Xamarin, Flutter ou encore WinUI. Allez, on reste dans le cross-platform avec Electron qui est disponible en version 24 et qui utilise désormais Chromium 112 alors qu'avant on était sur la 110. D'ailleurs c'était déjà le cas sur la dernière version, mais Windows 7 et 8 ne sont plus compatibles. Et sur l'aspect nouveauté, il y a des nouvelles API et d'autres qui sont dépréciées. Et d'ailleurs, côté nouvelles fonctionnalités, il y a la liste que je vous montre ici. Mais honnêtement, je ne vais pas vous détailler car ce sont des API assez spécifiques. Par exemple ici sur l'impression d'un écran. Et finalement, voici enfin les nouveautés de Chrome 112, avec tout d'abord le Garbage Collection qui arrive avec le WebAssembly. Alors attention, c'est pas du tout en version stable car c'est caché derrière un flag, mais en tout cas, vous n'avez désormais plus besoin de passer par la version Canary. Et cette fonctionnalité, elle est absolument pas négligeable, car le nouveau Flutter Web en a besoin, et pareil potentiellement sur l'arrivée de Kotlin qui peut générer du WebAssembly. Mais sinon, en moins expérimental, il y a le CSS Nesting, où vous voyez qu'avant on était obligé de mettre dans plusieurs blocs, et bien désormais vous avez une sorte d'arborescence qui est possible, et pour rappel, la dernière version de Safari est aussi compatible avec cette écriture. Et sur l'aspect DevTools maintenant, quand vous enregistrez des sessions, les extensions vont maintenant pouvoir interagir pendant cette phase. Mais c'est pas tout, car en sélectionnant un élément CSS, vous avez maintenant sa définition, par exemple ici avec le padding left. Et enfin une bonne nouvelle pour tester l'accessibilité puisque vous pouvez simuler un contraste réduit dans les options de rendu. Bref, ce sont des nouveautés assez intéressantes pour un projet qui sort quand même à un rythme mensuel, et d'ailleurs à ce sujet Google a annoncé faire bouger un peu ses dates de sortie pour gagner un peu de temps, mais honnêtement ils vont gagner juste 2 ou 3 jours, donc pas sûr que ça valait à ce point une communication. Et pour finir ces actus autour des techno-web, il y a Capacitor qui est disponible en version 5, mais attention, en bêta. Et je pense qu'avant de vous parler des nouveautés, j'ai quand même besoin de vous repréciser les différences avec Ionic. Alors bon, Ionic, c'est le nom de la société qui gère notamment Capacitor et le framework Ionic. Et justement, ce framework Ionic, il permet d'afficher dans une WebView une application. Et Capacitor, c'est la brique qui permet de faire communiquer le framework Ionic avec toute la couche native Android iOS. Et d'ailleurs, historiquement, le framework Ionic, il utilisait Cordova sur cette partie, mais c'est donc bien Capacitor désormais. Voilà donc pour la petite explication syntaxique, et donc désolé pour ceux qui connaissaient déjà les contours, mais sinon pour les nouveautés, il y a un meilleur support des téléphones Huawei qui n'ont pas nécessairement les services Google, ou encore l'animation sur iOS de la status bar qui est bien de type fade et non de type slide, et c'est d'ailleurs ce genre de petits détails qui faisait dire que c'était pas une application native. Et il y a également des améliorations sur les plugins Swift qui ne se matérialisent pas forcément encore, mais qui ouvrent la voie à des nouvelles API dans les prochaines versions. Bref, voilà un changelog qui finalement est assez mince, mais bon, on peut quand même pas demander une révolution à chaque fois. Et voilà pour cette première partie avec beaucoup de techno-web, et pour faire le saut vers la deuxième, eh bien place aux actus en bref. Pour commencer, s'il y a bien une chose que les licenciements nous auront appris, c'est qu'ils peuvent se faire par milliers.
mais aussi qu'une fois une vague passée, il peut y en avoir 2 ou 3 suivantes. C'est par exemple le cas avec Amazon qui se sépare de 100 employés supplémentaires sur la partie gaming. Ensuite, c'est une mauvaise nouvelle pour les fans de la marque Nintendo car Miyamoto, le fameux créateur de Mario, a indiqué, et je le traduis, les applications mobiles ne seront pas la principale voie d'accès aux futurs jeux Mario. Cela ne bloque pas complètement l'arrivée de nouveaux jeux Nintendo, mais il est vrai que la marque n'a jamais atteint ses objectifs sur mobile. Pour ce qui est des nouveaux tarifs des API de Twitter, ils ne font pas que des euros et notamment dans le monde de la recherche. C'est ainsi que de nombreux chercheurs qui se servaient des données pour étudier les comportements sociétaux ont publié une lettre ouverte qui explique que ce revirement va dévaster la recherche publique. Et enfin, fait assez rare, mais l'Agence nationale des fréquences a demandé le rappel du téléphone Clap 20 Plus de chez Boulanger, car il dépasse allègrement les taux de DAS, c'est-à-dire les taux d'émission d'ondes. Le fabricant va ainsi déployer une mise à jour qui va essentiellement consister à réduire la puissance de l'antenne, qui va ainsi dégrader un peu la qualité de réception. Bon, je vous ai dit qu'on en avait fini avec les techno web, mais en réalité pas tout à fait, car maintenant que Safari et iOS sont quand même un peu plus accueillants pour les applications web, l'idée de déployer des PWA sur les stores, ça devient vraiment concret. Et pour ça, je suis tombé sur cet article de web.dev qui fait lui-même référence à un outil qui s'appelle PWA Builder. L'idée, c'est que dès que votre application ou votre site est public et il est en HTTPS, l'outil il peut tout faire pour vous, y compris vérifier que vous n'avez pas mal configuré. Une fois que c'est fait, c'est alors déployable sur le Google Play, le Microsoft Store, l'App Store et même le store de l'Oculus, le MetaQuest, et bien sûr après avoir signé l'appli aussi. Bref, si vous ne connaissiez pas, c'est vraiment un super outil à rajouter à votre besace. Allez, on arrête ici les infos autour du web et place maintenant à du mobile natif pur et dur. Et pour commencer, c'est sur iOS. Et certes, c'est pas vraiment lié au développement, mais je préfère quand même vous prévenir car c'est depuis iOS 16.4 et il se peut que vous ayez des comportements assez bizarres. Car selon cet utilisateur sur Hacker News, les opérateurs peuvent désormais injecter des configurations de hotspot Wi-Fi, mais l'implémentation a 2 inconvénients. Déjà, ils ont une priorité supérieure à ceux que vous avez rentrés, mais surtout, vous ne pouvez pas les supprimer. Donc dit autrement, si Free décidait de mettre ça en place, eh bien les Free Wi-Fi de vos voisins y seraient prioritaires sur votre hotspot. Et on a d'ailleurs des détails dans les commentaires où d'autres utilisateurs confirment et expliquent qu'il s'agit du Wi-Fi offloading. C'est en effet une techno que les utilisateurs peuvent utiliser pour rediriger les téléphones vers des box si toutefois les réseaux sont sous-dimensionnés. Bon, j'espère pour vous que vous n'êtes pas dans ce cas, et peu d'opérateurs ont l'air de le pratiquer d'une manière générale, mais bon, si un jour en allant à l'étranger vous avez ce genre de cas, eh bien vous vous souviendrez peut-être d'un vague dev café où vous en aviez entendu parler. Allez, on poursuit à nouveau avec du pas très dev, mais qui vaut tout de même le coup que vous le sachiez, car ça concerne le lien entre Chrome OS et Android. Alors bon, vous en souvenez peut-être pas, mais l'année dernière lors du CES, eh bien Google avait annoncé qu'il serait possible de streamer les applications de son téléphone directement sur son ordinateur. Eh bien, la fonctionnalité tant attendue est enfin arrivée avec ce qu'ils appellent les Cross-Device Services. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de choses à valider et que je vous affiche, mais une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser votre téléphone à travers un virtual display. A priori, certaines applications sont inaccessibles comme la caméra ou Android Auto, sans vraiment qu'on sache pourquoi. D'une manière générale, c'est une bonne nouvelle pour l'aspect Cross-Devices, par contre, ça met un peu un coup de canif dans la machine virtuelle Android de Chrome OS, car en gros, vous pouviez déjà faire la même chose. Mais bon, ici je pense que l'idée c'est plutôt de partager l'état de votre téléphone sur votre ordinateur. Et pour le dernier sujet du jour, vous avez peut-être déjà entendu dire que tout OpenAI était interdit en Italie depuis la fin de la semaine dernière. Pour ça, une restriction par IP a été mise en place côté opérateur et OpenAI interdit l'accès aux sites et aux API. Et vous pouvez vous dire, mais finalement que se passe-t-il en France? Eh bien, par l'intermédiaire du site L'Informé, on apprend que 2 plaintes ont été déposées à la CNIL. La première provient d'une association qui sensibilise aux enjeux du numérique et promeut le droit à la vie privée. Pour ça, la cofondatrice de l'association et qui est aussi avocate a noté qu'en ouvrant un compte, il n'y a aucune condition générale à valider. Mais faute encore plus grave, elle a voulu dans un deuxième temps demander à accéder aux données traitées par OpenAI et à ses sous-traitants, comme le permet le RGPD. Et pour ça, elle a donné son email comme identifiant, mais elle a reçu en réponse qu'elle devait donner son numéro de téléphone. Chose qu'elle a fait, mais on lui a répondu qu'aucun compte n'était associé. Et dans ce cas, c'est relativement grave, et finalement, quelle qu'en soit la raison. Car si OpenAI refuse de donner ces infos, eh bien c'est contraire au RGPD, et si à l'inverse, il ne retrouve plus son compte, ce serait encore plus grave dans l'infraction aux droits des données perso. C'est donc pour ces 2 raisons que l'association a déposé plainte. Et la deuxième plainte vient cette fois-ci de David Libaud, qui est un développeur assez connu et qui a lui aussi mis en avant qu'il n'avait pas été informé de la collecte des données. Mais surtout, comme vous le savez, il y a parfois tendance à quand même dérailler à dire des contre-vérités. Et dans son cas, ChatGPT lui a attribué des présences à des manifs où il n'est jamais allé. Verdict, là aussi, une plainte à la CNIL. Et en parallèle, le site a demandé à la CNIL sa position sur le sujet, mais attention, c'était avant le dépôt des 2 plaintes.
Et la commission avait alors indiqué, et je cite leur réponse, vouloir clarifier le cadre légal dans les prochains mois. On va donc espérer que finalement que les plaintes accélèrent ce process. Et maintenant, comme j'aime à vous le dire, et bien suite aux prochains épisodes, car au Royaume-Uni ça commence aussi à chauffer, et bon, j'imagine bien que d'autres pays européens vont s'y mettre aussi. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce Dev Café, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, et maintenant vous connaissez ma petite chanson, n'hésitez pas à liker, clocher et à vous abonner à la chaîne. Et de mon côté, eh bien, je vous donne rendez-vous demain matin, même heure et même endroit, mais n'oubliez quand même pas de passer le bonjour aux Marcelins aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée.